Bonjour. J'aimerais aujourd'hui échanger avec vous, discuter avec vous les liens qu'il peut y avoir entre le Covid-19 et l'accessibilité, et plus précisément montrer à quel point l'accessibilité constitue un enjeu majeur. Parce que comme souvent, les périodes de crise exacerbent les bouleversements et les mutations qui traversent plus généralement les sociétés. La période que nous connaissons n'y fait pas exception, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, euh, l'accessibilité est, du fait même de la distanciation sociale, devenue un enjeu de premier plan dans un contexte de confinement généralisé. Ce besoin d'accessibilité concerne l'accès aux droits et aux formes de protection qui y sont liées. L'inaccessibilité des soins liés à l'absence de personnel, comme les kinésithérapeutes par exemple, restreint le droit aux soins au risque d'aggraver l'état de santé des personnes. L'inaccessibilité des sites numériques ou de l'information rend l'accès aux prestations sociales ou aux aides plus délicat, plus aléatoire, et restreint l'accès aux droits sociaux dans un contexte où de plus en plus de personnes le nécessitent, notamment parmi les précaires, parmi les personnes qui se trouvent dans les zones grises de l'emploi et du travail, et parmi les dirigeants de petites entreprises. L'absence de suivi à domicile ou l'inaccessibilité des modalités d'accompagnement proposées aux jeunes vulnérables est également un facteur entravant l'accès aux droits qui leur sont reconnus. Le besoin d'accessibilité renvoie aussi au maintien du lien social puisque le confinement nous prive des liens et des échanges traditionnels avec notre entourage familial. L'inaccessibilité numérique, induite par l'absence de matériel informatique, par une connexion Internet de mauvaise qualité ou par des logiciels inadaptés, renforce l'isolement et prive les personnes de tout contact avec leur environnement extérieur. L'inaccessibilité des services de soins paramédicaux ou l'inaccessibilité pédagogique sont source de servitude pour les familles lorsqu'on leur demande d'exercer en plus des fonctions parentales, des fonctions de thérapeute ou d'enseignant, sans leur en donner les moyens. Cette servitude entraîne une circularisation du temps qui renforce le sentiment d'isolement en donnant, comme le disent nombre de familles, l'impression que ça s'arrête jamais. Cette servitude, elle engendre aussi un sentiment d'invalidation que relèvent nombre de familles lorsqu'elles soulignent leur difficulté à faire face à une charge mentale souvent difficile à porter et face à une multiplicité d'activités qu'il est difficile de concilier. En cela, il ne suffit pas de transmettre les devoirs aux parents, encore faut-il s'interroger sur la manière dont ils sont en position de soutenir leurs enfants dans le cadre de la continuité pédagogique. L'inaccessibilité des lieux publics rend plus difficile la sortie du domicile pour les personnes à mobilité réduite et les prive des possibilités de sortie prévues par le confinement. Rappelons que selon l'enquête Handicap Santé Ménage, une proportion importante de personnes présentant une déficience n'osent pas sortir de leur domicile par crainte de devoir affronter l'inaccessibilité des lieux publics ou de devoir demander de l'aide pour accéder aux produits dans les commerces. Le besoin d'accessibilité renvoie également au maintien de la cohésion sociale. La situation actuelle exacerbe les risques de déliaison induits par une absence de cadres sociaux collectivement partagés, nous permettant de nous engager socialement dans des collectifs, surtout dans un contexte d'augmentation des inégalités. Ces risques de déliaison s'organisent autour d'un non-recours en droit. Ce non-recours en droit nous conduit à vivre hors droit et, consécutivement, hors protection. Et la situation actuelle incite au non-recours aux soins les personnes qui estiment inapproprié de se faire soigner, soit parce que le contact avec l'environnement extérieur est jugé trop risqué, elles n'osent pas sortir,
soit parce que l'accès aux soins apparaît trop hasardeux au regard du contexte sanitaire actuel. Pensons aux médecins se demandant où sont passés les patients qu'ils avaient préalablement et craignant que nombre de personnes risquaient de voir leur état de santé aggravé parce qu'elles jugent qu'aller à l'hôpital, par exemple, n'est pas judicieux ou trop risqué. Mais le non-recours peut être également lié au fait que le rapport soignant-soigné offert par la téléconsultation n'est pas jugé adéquat par les intéressés ou suffisamment accessible à l'instauration de l'échange. Le non-recours au droit est également soutenu par une inaccessibilité numérique qui rend les démarches administratives nécessaires pour accéder aux aides et aux prestations sociales trop complexes, trop coûteuses en temps, trop incertaines pour que le jeu envahisse la chandelle. Selon le défenseur des droits, 12% des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur démarche avec les services publics se résignent à les interrompre. D'autres travaux montrent que le non-recours à la prime d'activité est évalué à peu près à 22%, alors que le taux de renoncement aux soins est estimé à 26%. En Seine-Saint-Denis, 35% des habitants n'ont pas de médecin traitant. Et le non-recours aux médecins peut en devenir une règle. Ces risques de déliaison s'organisent également autour d'une inaccessibilité pédagogique qui incite les élèves à se soustraire à la continuité pédagogique et par là même à l'obligation scolaire. Cette inaccessibilité pédagogique résulte de l'absence de matériel informatique adapté, mais aussi de pratiques pédagogiques qui ne correspondent pas toujours aux exigences d'une relation pédagogique à distance, ou aux conditions dans lesquelles s'effectue le travail scolaire, notamment dans les milieux défavorisés, ou notamment dans les contextes où des appartements exigus rendent le travail scolaire extrêmement difficile lorsqu'il y a beaucoup de monde. Ces risques de déliaison s'organisent aussi autour d'une inaccessibilité spatiale et géographique qui entraîne une homogénéisation sociale des valeurs au sein des classes sociales et qui rend incompréhensible, voire inimaginable, les conditions de vie des uns et des autres. Par exemple, il est difficile pour les plus aisés, qui ont un habitat spacieux dans un environnement avec des espaces verts, de s'imaginer ce que signifie concrètement le confinement des personnes vivant dans des logements sociaux peu spacieux ou vivant dans des logements insalubres ou des logements qui regroupent un grand nombre de personnes. Et il est tout aussi difficile, si vous voulez, d'imaginer ce que signifie le confinement des télétravailleurs pour ceux qui travaillent dans des secteurs d'activité où le télétravail n'est pas jugé possible et où les personnes vivent en attente de reprendre une activité professionnelle. Le besoin d'accessibilité renvoie aussi à la nécessité de soutenir les volontés et les capacités d'engagement. La situation actuelle exacerbe le rôle de l'engagement et de l'initiative individuelle dans l'édification de la société. Le poids de l'initiative individuelle se mesure au respect des règles de distanciation sociale. C'est la manière dont nous respectons ces règles qui va conditionner la lutte contre la pandémie. Et à ce titre-là, c'est notre engagement dans le collectif, la responsabilité que nous prenons vis-à-vis du collectif qui constitue le fer de lance de la lutte contre la pandémie. Le poids de l'engagement individuel se mesure aussi aux formes de solidarité qui sont nées depuis la période de confinement et qui ont permis de pallier nombre de manques et de lacunes. Pensons aux masques mis à disposition des personnes ou des professionnels qui nécessitent. Pensons également aux diverses initiatives développées pour garantir la continuité scolaire en permettant aux familles qui le nécessitent d'avoir du matériel informatique.
Euh, Cet engagement individuel se mesure aussi aux formes d'entraide qui se sont développées pour permettre aux uns et aux autres d'accéder à des services ou à des aides dans l'exercice de tâches quotidiennes ou pour rendre la situation un peu moins délicate. Le poids de l'initiative individuelle se mesure aussi aux formes d'innovation qui se font jour sur le plan culturel, sur le plan économique et social, et qui perdureront probablement par-delà la crise sanitaire. Pensons aux applications numériques créées pour rendre accessible un certain nombre de services. Pensons aux visites virtuelles des musées. Pensons à la numérisation à marche forcée qu'ont connue certaines administrations ou entreprises. En exacerbant de la sorte les mutations et les déplacements sociaux, politiques, économiques qui traversent nos sociétés depuis plusieurs décennies, la pandémie que nous connaissons grossit les ruptures induites par l'avènement de la société de la connaissance. Elle dévoile l'enjeu majeur que constitue l'accessibilité dans un contexte où la prise d'initiative individuelle et la créativité sont essentielles à la productivité des technologies numériques, aux nouveaux modes d'organisation du travail, et où l'engagement de chacun dans l'édification du collectif, pour le bien le plus grand nombre, est recherché, et même au fondement de l'appartenance sociale. Donc, l'accessibilité ne se résume pas, comme on a trop souvent tendance à le croire, au vieillissement de la population ou à l'accès aux droits d'une minorité, les personnes présentant une déficience. L'accessibilité est devenue un impératif. Elle a vocation à promouvoir le développement d'environnements inclusifs, c'est-à-dire capables de matérialiser les attentes et les aspirations de tout un chacun, de nous placer en position de nous engager activement dans le bien-être économique et social. Elle doit soutenir l'engagement individuel dans le collectif en cherchant à nous conférer les ressources requises pour nous permettre de faire face et surmonter des risques sociaux auxquels les formes de solidarité qui sont nées de la société salariale peinent à répondre. Mais se pose donc une question de savoir en quoi l'accessibilité peut répondre à cet enjeu de société. Et il est important de prendre en considération trois fonctions essentielles de l'accessibilité à partir desquelles peut se concrétiser une égalité réelle entre les individus et aussi une capacité des individus par rapport à un certain nombre de responsabilités qu'on leur demande d'assumer. L'accessibilité me semble avoir trois fonctions essentielles à avoir à l'esprit. Une fonction de conversion, une fonction fédératrice et une fonction de sécurisation des droits individuels. La fonction de conversion consiste à conférer aux personnes un pouvoir d'agir, en leur permettant de transformer les environnements socio-éducatifs en ressources nécessaires à l'exercice des rôles sociaux. Cette fonction de conversion consiste aussi à nous permettre d'accroître nos compétences et connaissances pour nous adapter à la diversité des contextes. Et cette fonction de conversion réside par exemple dans une accessibilité pédagogique qui permet aux élèves de transformer en apprentissage les informations et les consignes données par les enseignants. Cette accessibilité pédagogique doit aussi permettre aux parents de se sentir capables de s'engager activement dans les processus éducatifs. Cette fonction de conversion passe aussi par un design des objets, des services ou des environnements qui est soucieux de la diversité des usages potentiels ou réels que nous faisons afin que nous puissions chacun utiliser au mieux ces objets, ces services, ces environnements et que nous soyons au mieux dans l'exercice de nos rôles et de nos fonctions. L'accessibilité constitue également un enjeu de société parce qu'elle a une fonction fédératrice. Cette fonction fédératrice permet à chacun de faire société avec ses semblables et de construire, maintenir ou restaurer des relations d'interdépendance grâce auxquelles une société peut former un tout solidaire.
l'accessibilité constitue en ce titre-là un bien commun. Et cette fonction fédératrice réside par exemple dans une accessibilité numérique qui permet, dans un contexte de confinement, d'avoir des échanges avec le monde environnant et de relativiser le niveau d'isolement. L'accessibilité numérique diversifie les canaux d'accès à l'information et démultiplie nos possibilités d'échange avec nos amis, avec les interlocuteurs, mais aussi démultiplie les possibilités d'échange avec les administrations. Cette fonction fédératrice résulte aussi des aménagements qui permettent d'accéder aux espaces publics. Lorsqu'on aménage les lieux et les conditions d'échange en prenant en considération les gestes barrières ou les exigences des gestes barrières, nous rendons les EHPAD, ou nous rendons les espaces publics accessibles aux familles ou accessibles aux personnes. Et c'est à ce titre-là que cet aménagement restaure le lien entre les résidents, les établissements sociaux et médico-sociaux des EHPAD, et leur entourage familial. Cette fonction fédératrice découle aussi des démarches participatives. L'accessibilité ne se décide pas, l'accessibilité ne s'impose pas. L'accessibilité se mesure aux usages que peuvent faire les personnes, des objets, des services, des environnements. Donc on ne peut pas décider pour autrui de ce qui est accessible et de ce qui ne l'est pas. Et c'est à titre-là que l'accessibilité désigne ou exige, par définition, l'implication des intéressés, puisque cela permet de prendre en considération la subjectivité des usagers, et ça permet de penser les usagers comme des acteurs, des co-créateurs et des co-concepteurs. L'accessibilité constitue en outre un enjeu de société parce qu'elle est une solidarité dans l'action. Cette solidarité dans l'action est tournée vers la protection des possibilités de participation sociale en complément des formes traditionnelles de protection sociale. C'est-à-dire que l'accessibilité constitue un support collectif à travers lequel on se mobilise tous pour mettre à disposition de chacun un type de ressource qui est le droit d'accès à des biens et à des services collectifs qui assurent notre sécurité sociale. Mais non seulement ce droit d'accès à des biens renforce notre sécurité sociale, mais aussi notre interdépendance avec les autres, de telle manière que nous puissions continuer à faire société. Ce support collectif suppose une ergonomisation des pratiques et des contextes, grâce à laquelle on va pouvoir développer des pouvoirs d'agir équivalents entre les individus dans un contexte où les capacités individuelles, elles, sont différenciées. Ce qui veut dire que l'ergonomisation permet ou vise à conférer à chacun les ressources qui nous permettent de nous sentir socialement impliqués. Parce que nous sommes affectés par la vie sociale et nous nous éprouvons concernés par ce qu'il advient à la société. Et nous nous sentons éprouvés par ce qu'il advient à la société parce que nous nous sentons placés en position d'agir. Et c'est là qu'intervient une troisième question, qui est de savoir en quoi l'accessibilité est essentielle pour le déconfinement. Parce que le déconfinement est plein d'incertitudes dans la mesure où le Covid-19 s'imposera encore dans les mois à venir. Et ces incertitudes sont non seulement angoissantes ou traumatisantes, mais elles sont aussi invalidantes, puisqu'elles donnent un sentiment de dénuement qui donne l'impression de devoir prendre des responsabilités sans en être capable. Et ces incertitudes sont au principe d'une servitude, donc d'une violence qu'on nous fait, lorsqu'on nous demande de prendre des responsabilités sans nous donner les moyens de les assumer. Et c'est là un obstacle majeur à la reprise des activités sociales et économiques. Et c'est là que le déconfinement
est assujetti à l'impératif d'accessibilité. Parce que le déconfinement suppose une diversification des modalités et des formes de distanciation sociale, afin de prendre en considération la particularité des contextes, la particularité des territoires et des profils des personnes. L'enjeu de l'accessibilité dans le contexte du déconfinement, c'est d'inscrire le déconfinement dans le temps et de l'adapter aux contextes territoriaux et aux profils des personnes. Mais il ne suffit pas de permettre aux personnes de retourner au travail, à l'école, à la vie sociale. Encore faut-il nous rendre capables de le faire. Et c'est là que l'accessibilité, puisque centrée sur la capacitation des personnes, permet de passer d'un souci de protection passive à un souci de sécurisation active des potentialités et des parcours. Donc, le déconfinement exige que soient prises en considération les formes d'accessibilisation des environnements professionnels, sociaux, éducatifs, administratifs, qui vont rendre les personnes capables de prendre et d'assumer leurs responsabilités, celles liées à leur fonction sociale, et les conduire, à oser affronter l'incertitude ambiante. Et c'est là un enjeu majeur pour restaurer l'activité économique et sociale. Et lutter contre les discriminations, bien sûr. L'impératif d'accessibilité est soumis ou renvoie à l'accessibilité de l'information. Le niveau d'accessibilité de l'information va conditionner le niveau de crainte entourant le retour à l'école, mais aussi l'accès aux droits et aux formes de protection qui permettent de lutter contre le chômage, la précarité, etc. Donc, l'impératif d'accessibilité renvoie aux pôles de certitude sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour surmonter les peurs qui entourent le confinement. Et là, le retour à l'activité économique nécessite de réfléchir aux modalités d'accessibilisation des lieux de travail. Comment va-t-on aménager les espaces pour placer les salariés en position de retourner au travail sans se sentir démunis ou en danger? Comment va-t-on permettre d'organiser les rapports sociaux au sein de l'entreprise, mais également au sein des commerces, etc., dans un contexte où tout le monde risque de porter des masques et où les rapports et les relations entre les personnes vont être amenés à changer. Donc, l'accessibilité, et ce à travers quoi on va réfléchir à la possibilité donnée aux personnes d'exercer les fonctions qui vont être les leurs et de les exercer sans peur et en toute sécurité et de la manière la plus performante qui soit. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que le déconfinement nécessite aussi de s'interroger sur la manière dont on accessibilise les pratiques d'accompagnement dans le secteur social et médico-social. Dans le cas, par exemple, où les professionnels sont conduits à exercer par télétravail, donc à accompagner les personnes dans le cadre du télétravail, ou à suivre les personnes à distance et à être confrontés là aussi à des configurations variables. C'est là que l'impératif d'accessibilité renvoie aussi à l'organisation de l'espace scolaire ou à l'accessibilisation de l'espace scolaire. Le déconfinement scolaire s'organise autour de configurations multiples, puisque les acteurs de l'école vont être confrontés à des élèves présents physiquement dans les établissements, des élèves à distance, des élèves qui vont être en autonomie en salle de permanence et des élèves en activité périscolaire. Une telle diversité de situations place la différenciation pédagogique au cœur des pratiques scolaires, puisque c'est à travers cette différenciation des pratiques pédagogiques que l'on va pouvoir prendre en considération la diversité des situations, la diversité des contextes, des profils et des rythmes. Cette multiplicité de configurations nécessite aussi de réfléchir à la réorganisation des modes de soutien dont bénéficient les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.
les élèves allophones par exemple, les élèves scolarisés en classe spécialisée, ou encore ceux bénéficiant de l'appui d'une aide humaine. Et en donnant aux parents la possibilité d'opter pour l'enseignement à distance, la stratégie de déconfinement repose sur l'accessibilité numérique, mais aussi sur une accessibilité pédagogique suffisamment développée pour placer les élèves en position d'apprendre, mais aussi pour permettre aux parents de concilier les rythmes et les temps sociaux. L'impératif d'accessibilité renvoie bien sûr aussi aux divers facteurs intervenant dans la réouverture des commerces, et il va s'agir là aussi de réfléchir à la manière dont on va accessibiliser l'espace, la manière dont on va accessibiliser les relations entre les personnels et les clients, pour faire en sorte que les gestes barrières soient respectés, mais aussi faire en sorte que les uns et les autres puissent se sentir à même de faire ce qu'ils sont censés faire. Et c'est là, si vous voulez, que la pandémie que nous connaissons, le Covid-19, euh, montre que l'accessibilité constitue un nouvel enjeu de société important à prendre en considération, parce que elle soutient des formes de solidarité portées par un souci de sécurisation des parcours et des potentialités, en plus des formes traditionnelles de protection sociale. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.